L'étude morphostatique du complexe lombo-pelvifémoral a été réalisée essentiellement en position debout dans le but d'obtenir une référence radiologique des courbures dans le plan sagittal. La position clinique, pieds joints, membre inférieur tendu, membre supérieur relâché, paume de la main sur les trochantères et regard horizontal, est remarquablement fiable pour un même individu à plusieurs mois ou années d'intervalle. Dans cette position sont alignés le tragus, l'acromion, le trochanter et les malléoles. Malheureusement, cette position clinique n'est pas utilisable pour la radiographie car les membres supérieurs se projettent alors sur le rachis. Après étude des différentes positions possibles, main derrière la nuque, main croisée sur la poitrine ou membre supérieur tendu vers l'avant, nous avons sélectionné la position se rapprochant le plus de l'examen clinique, c'est-à-dire bras légèrement projetés en avant, avant-bras horizontaux, mains reposant sur un support. Les clichés sont réalisés sur des cassettes à écran dégressif 30-90 avec dispositif limitant l'irradiation et doivent aller de la tête au diaphyse fémoral. Nous avons réalisé plus de 150 radiographies d'hommes et de femmes de 20 à 30 ans ne présentant aucune pathologie rachidienne connue. L'analyse informatisée a été réalisée après digitalisation des 4 coins du corps vertébral. Les paramètres caractéristiques étudiés sont l'inclinaison de la base sacrée sur l'horizontale, retenez 37 degrés, chiffre de la température du corps humain. La lordose, angulation formée par une tangente au plateau supérieur de la vertèbre la plus inclinée sur l'horizontale au niveau de la charnière thoracolombaire, habituellement L1, et une tangente au plateau inférieur de L5. Nous isolons ainsi le disque L5S1 dont l'ouverture nous paraît jouer un rôle important au niveau du morphotype lombosacré. Son ouverture habituelle est de 13 degrés. La syphose, angulation formée par une tangente au plateau supérieur de T4, choisie arbitrairement pour des questions de lisibilité radiologique et d'indication thérapeutique, l'angulation T1-T4 constituant la projection du cou en avant. De nombreux paramètres ont été croisés dans cette étude. Nous les avons corrélés entre eux. Certaines corrélations sont positives. L'inclinaison de la base sacrée sur l'horizontale et la lordose. La fonction y égale à x plus b est représentée sur ce graphique. Plus la base sacrée est inclinée sur l'horizontale, plus la lordose est importante. Il existe également une relation entre les mensurations cliniques des flèches et l'angulation radiologique. S'il nous paraît utile de réaliser initialement une radiographie, celle-ci n'est pas indispensable pour la surveillance morphostatique et ce n'est qu'en cas de modification clinique qu'il convient de réaliser une seconde radiographie. Les mensurations réalisées au rachimètre correspondent donc bien au morphotype vertébral osseux. À la suite des travaux de Thierry Marnet, nous avons cherché à apprécier la version pelvienne. La solution la plus simple est l'abaissement d'une verticale à partir du centre du disque L5S1 et la mesure de la distance de cette verticale au centre des têtes fémorales. Dans notre position radiologique, la verticale abaissée à partir du centre du disque L5S1 se situe en moyenne à 2,5 cm en arrière du centre des têtes fémorales. Lorsque le bassin est en rétroversion, la verticale se situe à plus de 4 cm en arrière des têtes fémorales. Au contraire, lorsque le bassin est en antéversion, la verticale se situe sur l'axe des têtes fémorales ou en avant. Une hyperlordose est fréquente chez les sujets de race noire et avant la puberté. Chez cet enfant, pubère, ayant consulté pour des douleurs, une telle lordose surmène la charnière lombosacrée. La radiographie met en évidence une inclinaison excessive de la base sacrée sur l'horizontale et l'hyperlordose sous-jacente. Mais la syphose n'est pas accentuée. Il s'agit donc d'une hyperlordose isolée, disharmonieuse, justifiant un traitement orthopédique.
Chez cet enfant, l'inclinaison excessive de la base sacrée sur l'horizontale et un début de spondylolisthésis n'ont pas été pris en compte en période de croissance pubertaire. Un an plus tard, la situation s'est aggravée avec cunéiformisation significative du corps vertébral de L5, déformation du disque L5-S1 en dos d'âne et accentuation du glissement. Il existe cependant des adaptations de la morphologie sacro-iliaque permettant de compenser une anomalie morphotypologique. Il est donc indispensable de confronter ces données morphotypologiques à l'évaluation fonctionnelle du rachimètre. Dans le plan frontal, la balance de Powell est bien connue. L'équilibre s'effectue entre la varisation du col fémoral, qui améliore la fonction du moyen fessier et recentre la tête fémorale, et entre la valgisation, qui améliore la résistance de la structure portante osseuse en diminuant le porte-à-faux. L'incidence d'une inégalité de longueur des membres inférieurs est significative, puisque les statistiques des compagnies d'assurance américaines ont prouvé qu'il existe 2 fois plus de lombalgie lorsque l'inégalité est supérieure à 1 cm. Il est donc souhaitable de conseiller une compensation à maturité osseuse. Dans le plan horizontal, le rôle de l'antéversion fémorale est fondamental. En effet, lorsque les genoux sont dans un plan strictement frontal, la tête fémorale est projetée en avant d'un angle de 45 degrés à la naissance. Cet angle va diminuer progressivement jusqu'à atteindre 15 degrés à l'âge adulte. Il est possible d'apprécier cliniquement cette antéversion sur un sujet à plat ventre. On repère le grand trochanter. On plie la jambe homolatérale à 90 degrés et on l'incline jusqu'à horizontaliser le trochanter. L'angle de la jambe par rapport à la verticale correspond alors à l'antéversion fémorale. En position debout, le muscle psoas iliaque est un lien important entre la lordose lombaire et la rotation fémorale. Pour une antéversion fémorale faible de 15 degrés, le point d'application sur le petit trochanter est situé en dehors du centre instantané de rotation de la tête fémorale. Le muscle psoas iliaque devient alors coaptateur et rotateur interne de la tête fémorale. C'est la situation habituelle en chaîne cinétique ouverte lors du passage du pas. Lorsque l'antéversion augmente, le petit trochanter se rapproche de la ligne médiane et se situe en dedans du centre instantané de rotation de la tête fémorale. Le muscle devient alors rotateur externe et favorise l'excentration en chaîne cinétique ouverte. En chaîne cinétique fermée, les pieds au sol, la rotation du bassin autour de la tête fémorale lors de la marche se répercute par l'intermédiaire du psoas au niveau de la lordose lombaire. De même, l'importance de la lordose règle la tension du psoas et se répercute au niveau de la rotation du bassin, le centre des têtes fémorales constituant un point fixe. Dans le plan sagittal, il existe une relation entre la version pelvienne et la version fémorale. En rétroversion pelvienne, le disque L5-S1 s'éloigne en arrière du centre des têtes fémorales. La base sacrée s'horizontalise, la lordose diminue, les masses se rapprochent de la ligne médiane. La version fémorale diminue également pour positionner l'axe de la diaphyse sous le centre des têtes fémorales. Cette situation est économique et explique sans doute le verrouillage en position de rétroversion et lordose corrigée conseillé habituellement pour les lombalgies. La ligne de gravité passe directement par le centre des têtes fémorales et la diaphyse fémorale. Lorsque le bassin est en antéversion pelvienne, la base sacrée s'incline sur l'horizontale, il existe une hyperlordose et la ligne de gravité se projette en avant du centre des têtes fémorales. Dans cette position du bassin, nous avons constaté que le fémur se met également en antéversion, le col jouant le rôle d'un étai dans la transmission des forces au niveau de la tête fémorale. Cette situation est celle de l'enfant qui commence à marcher avec rotation externe des membres inférieurs pour améliorer le polygone de sustentation. Cette rotation externe
antéverse le col fémoral. Avec le passage à la bipédie, la mise en tension du psoas iliaque provoque antéversion pelvienne, inclinaison excessive de la base sacrée sur l'horizontale et hyperlordose. Dans une dizaine de cas caractéristiques, nous avons réalisé des radiographies en position debout et assise. Nous avons constaté que pour les bases sacrées normalement inclinées à 37 degrés sur l'horizontale en position debout, la base sacrée était horizontale en position assise et le rachis lombaire vertical sans lordose. Nous avons également retrouvé une différence de 37 degrés dans des cas extrêmes, par exemple d'horizontalisation de la base sacrée. Dans ce cas, en position assise, la base sacrée s'incline en arrière et le rachis lombaire se met en syphose pour compenser cette inclinaison. Lorsqu'il existe une dystrophie rachidienne de croissance, l'enfant étant assis une grande partie de la journée, il est logique que les lésions prédominent alors au niveau de la charnière thoracolombaire. En l'absence de dystrophie, nous constatons souvent dans ce morphotype des douleurs lombaires hautes liées à une position assise sur un siège à assise horizontale. Nous avons également, avec Jean Duplou au centre de l'Arche, étudié l'incidence de ce morphotype sur les lombalgies. Il existe pour une même tranche d'âge 2 fois plus de lombalgie lorsque l'angulation de la base sacrée est inférieure à 25 degrés. Nous nous efforçons dans le cadre de notre clinique du dos à Lyon de tenir compte du morphotype dans notre adaptation ergonomique. C'est dans ce morphotype, avec horizontalisation de la base sacrée, que l'on conseille l'utilisation d'un siège assis à genoux avec inclinaison de l'assise d'un angle égal à 37 degrés moins l'angle de la base sacrée. Inversement, lorsqu'il existe une inclinaison excessive de la base sacrée sur l'horizontale, il persiste en position assise une inclinaison antérieure de la base sacrée avec une lordose résiduelle. Cette situation peut être compensée par un siège mou ou une assise basculant vers l'arrière. Pour les membres supérieurs, nous restons fidèles aux normes ISO avec positionnement du plan de travail de telle sorte que les avant-bras soient horizontaux et les bras verticaux. En cas de syphose cervico-thoracique haute, angulation T1-T4 supérieure à 25 degrés, nous inclinons le plan de travail ou conseillons l'utilisation d'un pupitre. En conclusion, au terme de cette étude du morphotype lombo-pelvie-fémoral, et même si nous retrouvons un morphotype moyen identique à celui dessiné par Léonard de Vinci et conservé à la Bibliothèque royale de Windsor, je voudrais vous mettre en garde contre l'utilisation isolée et abusive du morphotype, car il est très difficile en cas d'anomalie de faire la part entre la cause et la conséquence. Il constitue cependant une approche complémentaire à celle fournie par le rachimètre et permet d'affiner le diagnostic du rachis à risque et d'orienter la rééducation en cas de douleur confirmée. Je vous remercie.